Alors donc, on continue. On a vu quelque chose d'extraordinaire hier et avant-hier en Russie. Mais avant d'aller en Russie pour parler d'Ibrahim, mes parents ivoiriens, vous êtes là? Les Ivoiriens, je vous attends là. Les Ivoiriens, montrez-moi, sortez-moi les drapeaux rapidement, on continue. Sortez-moi les drapeaux orange, blanc, vert, là, on continue. Les Ivoiriens, j'attends les drapeaux orange, blanc, vert. Les orange, blanc, vert, je vous en prie. Orange, blanc, vert. Sortez-moi mes drapeaux là. Sortez-moi mes drapeaux. Hey! Dieu est bon. Ivoiriens, je vous demande pardon. Réveillez-vous. Hey! Voilà. Vous êtes là, d'accord. On va commencer. Mes parents sont là. Hey, hey! Subhanallah. Tassement. J'ai fait descendre la joie sur eux. J'ai une amie qui est aux États-Unis. Elle s'appelle Badou. Elle dit, hey, mon Sacha, mon Sacha. Et puis c'est curieux. Il y a des dames comme ça, elles n'ont jamais dit mon nom. Je vous jure au nom de Dieu. Il y a des dames, elles n'ont, merci à toi ma chérie Christine, elles n'ont jamais dit mon nom. Je ne sais pas pourquoi. Elles n'ont jamais, jamais dit mon nom. Mon Sacha, le baobab, le baobab. Jamais elles n'ont dit mon nom. Jamais. Même souvent, mais quand je suis fatigué, un peu fâché, elle dit, eh, mon Sacha, non, on ne peut pas se fâcher avec toi. Souvent même, j'ai honte pourquoi je suis... Eh, Clamsia. Alors, je n'ai pas fini. Je vais vous amener quelque part. Je vais vous amener à écouter ceci. Parce que, il y a quelque chose que, bon, Babo, on va écouter Babo. Je suis pas pressé pourquoi j'écoute Babo. On va bien l'écouter. Je voudrais, voilà quelque chose en Côte d'Ivoire. Voilà quelque chose en Côte d'Ivoire qui m'a marqué. Quelque chose, j'espère que la qualité de l'image est bonne du côté de Facebook. Hein? Ça balance pas trop, hein, Facebook. D'accord. Parce que YouTube, je pense que c'est bon ici. Voilà quelque chose qui m'a blessé. Et je pensais avoir ça ici. Je regarde. Et puis je trouve pas. Mais je suis pas pressé. On va voir. Les gens, attends, je vais revenir directement ici, sur mon, il y a quelque chose que je veux faire écouter. Quelque chose qui m'a, ah oui, c'est vrai, je n'avais pas fait ça. Donne-moi une seconde. Quelque chose qui m'a dépassé. Je vous le dis en toute honnêteté, j'ai été surpris. J'ai dit, mais attendez. Comment, sur le même plateau, je me rappelle, il y a eu un journaliste qui a tenu des propos. Et des propos qui m'ont un peu, mais on va, je vous en permettez-moi de voir, je vais vous faire écouter ça parce que c'est important. Voilà. Ici, il faut qu'on remonte correctement pour que vous puissiez voir. Je vais vous faire écouter ça rapidement, où ils sont. C'est sur le plateau de Live TV, je crois. Et sur le plateau, il semble que Alassane Dramane Ouattara a modifié, il a touché autant pour moi à la constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Et, oh, ça me fait mal, les Live TV. Ouais, cette partie de Live TV que je cherche, je n'arrive pas à retrouver là. Si vous avez la vidéo sur Live TV où on parle de la modification constitutionnelle que Ouattara a fait le mercredi passé. Parce qu'après le Conseil des ministres, ils ont, dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi, ils ont évoqué ça. Si vous avez la vidéo, je vous en prie, envoyez-moi rapidement sur mon numéro là, hein, le 72 25 70 70. Live TV, ils ont fait, pas le tout, hein, ils ont coupé, quelqu'un a fait il a coupé une petite partie. J'ai juste besoin de ça. D'accord? 72 25 70 70, s'il vous plaît. Appelez-moi sur ce numéro-là, et pardon, envoyez-moi rapidement, je vais voir. Je suis étonné, j'ai cru l'avoir sauvegardé, mais malheureusement, je retrouve pas ça ici. Alors, on dit, bon, moi, je voulais vous faire écouter, comme je retrouve pas, on va continuer tout de même, c'est pas grave.
Si je retrouve pas, c'est pas un problème. On va voir ça une prochaine fois. Je passe une dernière fois. Si je n'arrive pas à retrouver, on va laisser tomber. On va laisser tomber. Et puis, attends, c'est ici, je crois. Donne-moi une seconde. Une seconde. Si je retrouve pas, on s'en va. Je cherche, bon, je vois que je n'arrive pas à retrouver. Ah ouais, ça est là, ça est là. Voilà, ça est là. On va écouter. Ça est là. Ça est là. Mais attendez, à un moment donné, Écoutez bien, hein. 17 mai, une ordonnance portant modification de l'article 51 du Code électoral et le projet de loi de ratification y afférent à 6 mois de l'élection présidentielle d'octobre. Que dit ce texte? Cette précision qui est faite. Écoutez très bien. On dit, nous on n'est plus membre de la CEDEAO, ça c'est clair. Mais ici, comme j'ai toujours dit aux Ivoiriens, à l'Afrique et au monde, le président que nous avons en Côte d'Ivoire le président que nous avons en Côte d'Ivoire n'a jamais respecté le droit. Il n'a jamais, ça dit, Ouattara estime que lui, il est divin. Il se voit comme une créature divine au-dessus de toute autre considération. La Constitution, c'est lui qui l'a proposée, personne ne la connaît mieux que lui et c'est lui qui la modifie selon sa volonté et à sa guise. Alors qu'on se souvient, on dit, les thèses de la CEDEAO disent qu'il ne faut pas modifier la Constitution à 6 mois des élections. Alassane Ouattara l'a fait en 2020. Il vient de récidiver en 2025. Il vient encore de modifier la loi électorale. 2025, il vient de le faire. Mais on va écouter. Par un amendement, permet de dire que c'est uniquement dans les 2 districts de Côte d'Ivoire, donc celui d'Abidjan et de Yamoussoukro, et dans les 31 régions que le candidat à l'élection présidentielle de notre pays devra aller chercher 50% du soutien de son électorat. Voilà donc la nouvelle décision qui a été prise en Conseil des ministres. Nous aurons donc Bon, en réalité, ça ne devait pas se faire. Pourquoi c'est pendant le jeu, au cours du jeu, que vous changez? Vous changez les règles. Et puis, ce qui est malheureux souvent, excusez-moi de l'expression, mais ça fait pitié et ça fait mal en même temps. Vous voyez des gens sur les plateaux de télévision, vous avez l'impression que, enfin, c'est des gens qui ont une certaine intelligence. Moi, je vais vous dire une chose, et je remercie le capitaine Ibrahim qui l'a très bien signifié. Il dit, c'est pas parce que vous êtes allé à l'école que vous êtes intellectuel. Nos griots sont des intellectuels. Nos griots, oui. Le griot qui parle même pas français. Le griot qui parle wabé, qui parle gouro, bété, bambara, sénoufo. Vous n'avez qu'à apprendre Cheikh Anta Diop n'avait pas d'or. Je crois, c'était Amadou Ampateba ou Cheikh Anta Diop, l'un des deux. Le baobab, la bibliothèque qui brûle. Mais nos griots sont des véritables dépositaires du savoir africain. Est-ce que parce qu'ils ne sont pas allés sur le banc académique de l'homme blanc, ils sont disqualifiés d'être considérés comme des sachants, comme des gens qui connaissent? Alors, ça, c'est pas bon. Et j'ai vu sur ce plateau-là, je vais vous montrer le visage de la personne. C'est honteux, c'est scandaleux de voir que cette personne encourage la bêtise humaine. Mais écoutez la maladresse morale de cette personne. Je vais vous laisser l'écouter. Vie de nos amis sur ce plateau, également, ils vont enchérir sur la volonté, la souveraineté affirmée de l'État de Côte d'Ivoire à dire. Regardez bien, la dame là, moi, bon, vous la connaissez, je crois que elle doit être une petite fille à Djougourou, c'est ça, non? Elle doit être à Djougourou, quelque chose comme ça, là, la fille là. Bon, je sais pas trop, peut-être ça doit être ça. La jeune dame là qui anime le grand talk, c'est ça? Voilà. Bon, moi, c'est quelqu'un que je me dis, hein, au début, je lui accordais une certaine crédibilité. Vous ne m'avez jamais vu l'attaquer ou dire des choses sur elle, d'accord? Mais là, ici, elle est en train de biaiser. Je vais vous dire pourquoi elle est en train de biaiser. Quand j'ai écouté hier, j'ai suivi leur intervention, je me suis dit, wow.
la femme là, elle va se faire virer. Je n'avais pas encore écouté l'intégralité. L'introduction, j'ai dit, elle va se faire virer. Et c'est après, quand j'ai commencé à écouter, j'ai dit, wow. Elle est en train de tout mélanger. Donc, je vois qu'elle s'attaque. Regardez bien, je vous en prie. Très peu de personnes peuvent se dire analystes géopolitiques et comprendre ici la ruse de cette dame. Elle, il semble qu'elle fait les animations politiques. Les sujets à la une. Mais ici, elle utilise une ruse pour essayer de dire, c'est-à-dire, elle essaie de... Ah, voilà. Je cherche les mots juste parce que je ne veux pas lui manquer de respect. Elle m'a rien fait. Mais je voudrais pas dire quelque chose qui n'est pas correct. Mais tous les mots qui viennent dans ma tête, là, si je sors, je vais l'allumer. Donc, permettez-moi de réfléchir un peu pour ne pas trop la chicoter, d'accord? Alors, elle essaie de défendre l'indéfendable, de masquer la réalité. Elle dit la Côte d'Ivoire affirme sa souveraineté. Ça n'a rien à voir. Attendez. Le parrainage. Le Sénégal a le parrainage. Est-ce que le parrainage, c'est une manière, est-ce que c'est une manière d'affirmer? Mais, le sujet qu'elle a choisi, c'est un sujet brûlant et dangereux. Donc, elle s'est rendue compte que si elle veut développer ce sujet à un certain point, elle va perdre son travail. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maquiller tout de suite. Sinon, en réalité, le commentaire qu'elle fait n'a rien à voir avec le sujet en question. Je vous permets d'écouter. Écoutons. Que non, cette élection de 2025, élection présidentielle s'entend, nous, Côte d'Ivoire, nous financerons nous-mêmes notre élection à contrario. Alors que la modification constitutionnelle ici, la modification ici de la loi électorale, on ne parle pas de financement des élections, mais on parle plutôt de parrainage, mais pas de financement. Donc la femme, elle se croit tellement intelligente pour adoucir, pour amadouer le pouvoir, elle sort avec la souveraineté, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire même peut financer ses élections. Mais tous les pays font ça. Est-ce que ça c'est compliqué? C'est quand on vous propose que vous acceptez. Donc on a toujours dit à nos présidents de ne pas accepter l'aide extérieure pour quoi que ce soit. Donc elle est tellement intéressante, elle est tellement intelligente, je veux dire, qu'elle sort de la modification de la loi électorale. Elle vient mettre le financement des élections par l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est pas de ça qu'il est question. Écoutez. De ce qu'on avait eu en 2010, où 300 millions donc ont été, Pascal, vous m'aidez, 300 millions d'euros, hein. 300 millions d'euros, à peu près 200 milliards, presque 200 milliards de francs CFA. Très bien, avait été donc alloué à l'État de Côte d'Ivoire à l'effet d'organiser les élections présidentielles d'octobre du mois. Mais vous savez, moi, ce qui me fait rire et ce qui me fait pitié pour ces gens qui vont sur ces gens de différents plateaux, 200 milliards, d'accord, acceptons 200 milliards. Babou Laura n'a pas demandé ça. Ce sont les exigences d'Alassane Dramane Ouattara et de Soro Guillaume. Même si on soutient Soro Guillaume, quand il n'y a sa part de responsabilité dans l'histoire, on va le rappeler. Cela ne remet pas en cause le soutien que je lui apporte. Merci beaucoup, Cheikh Sissé. Donc, les 200 milliards dont il parle ici, ce sont les Nations Unies qui se sont proposées. Parce que Ouattara a compliqué les choses. Il a rendu les choses difficiles. Et puis, la Côte d'Ivoire était divisée. Il y avait la rébellion. Alors, pourquoi ces journalistes malhonnêtes, ces petites filles égarées souvent, des petites poclets qui viennent là, qui racontent leur petite vie de merde? Bon, je sais que la dame qui parle ici, là, certainement elle est mariée, mais la petite merde qu'elle a interrogée, là, elle n'a pas dit la vérité. Les 200 milliards dont il est question, est-ce que c'est allé dans la poche de Laurent Gbagbo? Non. Ils n'ont qu'à demander aux rebelles. Ce sont les rebelles qui ont poussé Gbagbo ou la communauté internationale, parce que la communauté internationale a été impliquée depuis le début de la résolution de la crise. Le Mali a organisé le référendum ici sans que personne ne devienne investi. L'argent qu'ils ont donné, c'est leur affaire. On dit, si vous donnez, c'est votre problème, ben vous n'allez pas vous ingérer dans notre affaire. Alors, ici, les deux dames-là sont tellement malhonnêtes, même si elle est mariée. Elle est malhonnête, elle est hypocrite. Les 200 milliards, il y avait une condition qui était dedans. C'est le secrétaire général
qui devait, comment on appelle ça, qui devait valider. Quelle est l'expression qu'ils ont utilisée même là? Rappelez-moi l'expression. Il y a une expression qu'ils ont utilisée. Donc, ça, voilà pourquoi ils ont pris Youssouf Bagayoko et puis ils ont amené à l'hôtel du Golfe. Voilà. La certification, c'était les Nations Unies qui devaient certifier. Pourquoi ces deux femmes malhonnêtes là ne parlent pas de ça? Les 200 milliards dont il était question. Les Nations Unies devaient certifier. C'est l'argent des Nations Unies. On met notre argent dedans, on certifie. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus gagner les élections. Ils se sont rendus compte que ça devient trop compliqué. Ils ne peuvent pas gagner les élections. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soulevé Youssouf Bagayoko, ils l'ont amené à l'hôtel du Golfe pour aller proclamer. Parce que Ouattara a ses mensonges, a fait croire qu'il pouvait gagner. Mais ils se sont rendus compte que Ouattara ne peut pas gagner les élections. La certification des Nations Unies, les 200 milliards, les Nations Unies devaient certifier. Ils n'ont pas donné leur argent cadeau. Donc, pourquoi vous venez raconter des choses si comme Gbagbo leur a été incapable de le faire? Guy Robert l'a fait en 2000, non? Le Mali, malgré les difficultés, nous avons fait pour nous ici, non? On a organisé le référendum, non? Sur fonds propres. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire que la Côte d'Ivoire organise elle-même ses élections. Mais quand vous prenez un cas de 2010, il faut expliquer l'environnement, l'écosystème qui a provoqué ces 200 milliards. Pourquoi il y a eu 200 milliards? Il faut le dire. Vous mentez ici comme le roi Gbagbo a pris l'argent et l'a mis dans sa poudre. Merde que vous êtes. On écoute. De 2010. Écoutons l'avis de M. Keïta. Alors, M. Keïta, hey, votre point de vue. Tiens, ils ont gâté mon nom. Oh! Déjà dans le fond. Hey, ils ont gâté mon nom. Oh! Bon, vous oubliez, hein, Keïta qu'elle a prononcé là, c'est pas moi. C'est pas moi. Et lui là, c'est pas un vrai Keïta. Il n'est pas. Je sais pas comment il est né, je sais pas qui l'a mis au monde, mais il n'est pas véritablement Keïta. Voilà. Ça, moi, je veux que ce soit clair d'abord. On va écouter la suite. Comment est-ce que vous le trouvez et le timing, le fait de le modifier à quelques mois de l'élection présidentielle? Votre regard là-dessus? Pour moi, avant tout propos, je tiens à vous remercier. Maintenant là, lui là, est-ce qu'il ressemble vraiment à un Keïta? Permettez-moi, hein. Je vous en prie, permettez-moi de vous montrer son visage. Lui là, il n'a rien d'un Keïta, hein. Un homme comme ça, là, peut pas être Keïta. C'est pas possible. Il peut pas être Keïta. Keïta, c'est pas possible. C'est un menteur. Regardez-le. Lui, là, il peut pas être Keïta. Quand vous me regardez, là, est-ce que c'est la même chose? Mais si vous regardez ce gars-là, je suis âgé que lui. Mais regardez son visage. On dirait il a 60 ans. Moi, je suis plus âgé que lui. Mais regardez son visage, on dirait il a 60 ans. Mais ce qui est malheureux, c'est ce qui va sortir de sa sale gueule. Écoutez. Vous faites encore une fois de me recevoir sur cet excellent plateau. Écoutez bien. Pour moi, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il n'y a pas lieu de crier au loup. C'est-à-dire, moi, je présente le décor et puis on continue. Voilà la Côte d'Ivoire qui est un pays qui veut dire aux autres retour à l'ordre démocratique. Des Maliens vont s'installer en Côte d'Ivoire pour essayer de déstabiliser le Mali et le Sahel. Des Burkinabés trouvent gîte et couvert en Côte d'Ivoire pour essayer d'assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. Des Nigériens vont en Côte d'Ivoire pour recevoir soutien, renseignement, pour essayer de tuer le général Tiani. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, ce président maléfique et satanique, est-ce que ce président-là, Dieu peut lui accorder cette faveur de vouloir déstabiliser nos pays? Je ne crois pas. À 5 mois des élections, il change la loi électorale. Et ceux qu'elle a invités sur le plateau, ils sont venus pour appuyer. Ils sont pas venus pour dire le contraire. C'est ça qui me tue chez nous. Eux, au moins, ils ont le mérite, même si on les critique là, ils ont le mérite d'avoir des plateaux de discussion, des plateaux d'échange. Ce que nous n'avons pas ici. Je tire mon chapeau au Burkina, qui aujourd'hui est le meilleur et de loin. Le Mali qui a commencé cette transition des 3 pays sur le plan communication, le Mali est bébé à côté du Burkina. Parce qu'ils ont compris les enjeux. Regardez ici. Mais regardez bien, je vous en prie. C'est-à-dire le sujet qui a été choisi, la modification de la loi électorale, la question des parrainages. Elle fait une mauvaise introduction. Au lieu d'insister sur l'aspect des parrainages,
elle fait une introduction avec le financement qui désormais ne viendra pas de l'extérieur, mais la Côte d'Ivoire affirme sa souveraineté et la Côte d'Ivoire décide de financer elle-même ses élections. Une introduction biaisée qui n'a rien à voir avec le sujet choisi. Ça, c'est la première réflexion. Deuxième réflexion. Elle amène quelqu'un, un raté qu'elle appelle Keïta. Malheureusement, c'est un Keïta que je ne sais pas d'où il vient. Maintenant, lui aussi, il va tout biaiser, il va tout mélanger. Au lieu de se concentrer sur le sujet qui est la modification de la loi électorale, c'est-à-dire sur le parrainage des candidats, écoutez ce que lui aussi va dire. Si les gens tiennent à aller aux élections, je pense que les partis politiques sont présentés depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais qu'ils y aillent. Aujourd'hui, on ne doit plus rester dans la contestation, parce que j'ai remarqué que en Côte d'Ivoire, depuis ces derniers mois, les partis politiques sont en plein dans la contestation, dans la revendication, au point où on a du mal à faire la différence entre les syndicats et les partis politiques. Bon, vous avez vu? Est-ce que, en réalité, c'est ce qu'on appelle hors sujet? Moi, je me rappelle, quand j'enseignais la philosophie en Côte d'Ivoire, juste quelques temps avant que je m'envole pour le State, mes élèves d'ailleurs étaient plus âgés que moi, pour la plupart, et puis des gros gaillards. Les gens, ils faisaient copier-coller et puis ils envoyaient. Moi, souvent, je regardais, j'ai dit, mon ami, tu fais hors sujet. Et moi, ils doutent d'abord, ils doutent de moi, ils doutent de ma connaissance. Mais ce qui était rigolo, c'est que le directeur de l'école, un jour, m'appelle, il dit, mais Keïta, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais quand tu donnes les cours? Je dis, je ne comprends pas, tu dis quoi parler. Il dit, mais l'inspecteur général, comment ils appellent, surveillant général de l'école, il dit, il m'a appelé pour me dire que quand toi tu donnes des cours, souvent, il y a des professeurs qui font vite pour finir leur cours. Ils vont faire les rangs derrière les fenêtres pour te regarder. Parce qu'on dit, tu fais un cours, tu prends jamais papier. On n'a jamais vu, tu as regardé pour donner cours. Mais quand tu finis tes cours, les gens même prennent et puis regardent, même ils restent bouche bée. J'ai dit, regardez lui là, ça c'est hors sujet. Donc je dis une fois à un de mes élèves, j'ai dit hors sujet, il s'est fâché. Il était tellement gaillard, s'il voulait me frapper là, il allait me casser en deux. Donc, j'ai pris mon sac, j'ai dit, bon, si tu sors pas, moi je sors. Donc tous les élèves ont crié sur lui, il est sorti. Moi, il n'y a pas parlé, moi je prends mon sac et puis moi je m'en fous. Dans tous les cas, c'était pour aider mon ami, c'était un passe-temps pour moi. Le temps qu'il trouve un professeur, moi, c'était pas ma vocation. Regardez ici. Ça, c'est hors sujet. Elle fait introduction hors sujet. On dit changement de la loi électorale. Elle vient, Côte d'Ivoire, souveraineté, financement du pays. Mais n'importe quel enseignant qui voit ça déjà, c'est pourquoi on dit il y a des gens là, vous les voyez, posez-vous des questions. On se pose la question comme elle-même elle a fait pour être retenue comme journaliste là-bas. Ça, c'est hors sujet. Elle est hors sujet. Le soi-disant intervenant sur son plateau est hors sujet. Et tous sont hors sujet. On voudrait de parler de la modification de la loi électorale par rapport au parrainage, contestation des partis politiques, hors sujet. La Côte d'Ivoire, souveraineté et financement, Côte d'Ivoire, hors sujet. C'est ce que je voulais vous faire voir. Voilà ce qui tue. Voilà comment les débats sont biaisés. Voilà ce que les gens font. Ça, c'est zéro. Ça, à l'école, tous les deux, ils ont zéro. Tu peux pas faire ça et puis avoir, je sais pas quel diplôme est là, mais tu peux pas faire ça et puis dire que tu as un diplôme de journaliste. Et puis moi, elle été respecté. C'est une femme, elle parle beaucoup, avec ses ongles, on dirait sorcière. Son visage, son nez ouvert, là, mais ça se fait pellement. Moi, il y a des gens, quand je te respecte et puis tu fais ce genre de bêtises, j'ai plus rien à te dire. Tous les deux font hors sujet. Est-ce qu'il s'agit ici de contestation des partis politiques? Est-ce qu'il s'agit ici de la revendication des partis politiques? Mais l'idiot qui parle, qui se fait appeler Keïta. Mais attention, les enjeux ici sont beaucoup importants. Qui veut aller à une élection lorsque on sait déjà que le jeu est faussé? La liste électorale est faussée, on vient encore de truquer encore la loi électorale. Quel parti responsable qui veut accéder au pouvoir va aller? Donc, allez-y. Donc, le bâtard là nous dit, accompagnez Ouattara pour qu'il gagne les élections. Voilà ce qu'ils nous disent ici. Accompagnez Ouattara. Dans tous les cas, il va truquer les élections. Qu'est-ce que vous avez à faire? Allez-y seulement.
Voilà ce qu'on nous dit. Voilà ce qu'on appelle démocratie dans un pays. Voilà ce qu'on veut nous faire avaler comme démocratie. Voilà ce qu'on veut nous faire accepter comme démocratie. Ça, c'est une démocratie, ça? Est-ce que ça, c'est une démocratie? C'est pas une démocratie. Ouattara avait la latitude et la responsabilité de faire toutes les modifications constitutionnelles qu'il voulait. Vous savez, les gens se rendent compte. Moi, j'ai dit que tout ça là, est-ce que j'ai pas de gens que Ouattara va changer la constitution? J'ai dit Ouattara va changer la constitution, ne soyez pas pressés. Ouattara va changer la constitution. Il dit, il va changer quelque chose. C'est pas fini, hein? Il va changer encore, c'est pas fini. Il va changer encore. Prouvez-moi que j'ai tort. Si j'ai pas dit que Ouattara va changer la constitution. J'ai dit, il va s'asseoir dans son petit bureau minuscule et minable, dans le coin, dans un petit coin là, et puis il va prendre son bic, il va tout changer. Est-ce qu'Adama Bitougou est garçon pour dire, il va pas faire ce que Ouattara va lui demander? Est-ce que c'est ça qu'on appelle un pays? Donc, regardez, alors, je voudrais faire encore un autre développement qui va vous surprendre. Je vous ai dit que, en termes de communication, quand souvent vous êtes coincé, la communication vous permet de gagner du temps. La communication permet aux dirigeants de gagner du temps. Si vous avez une très bonne équipe de communication, je vais faire une petite parenthèse et puis on continue à la Côte d'Ivoire. Ensuite, le Burkina. Une petite parenthèse. Les partis politiques au Mali, enfin, les anciens leaders des partis politiques devaient sortir vendredi. D'accord? C'était hier. Dieu merci, ils ont annulé, et je remercie Dieu, vraiment d'avoir pu permettre au Mali de ne pas vivre encore de nouvelles tensions. Donc, il n'y a pas eu de regroupement. Ils ont annulé. Et Dieu merci que ça a été fait. Ici, moi, je ne savoure aucune victoire en ce qui me concerne. Mais au contraire, je suis ferme sur un point. Je vais le dire de façon claire et nette. On peut parler de dissolution des partis politiques. On peut parler de suspension ou suppression des partis politiques, parce que la dissolution, la suspension, la suppression, tous ces trois verbes-là n'ont pas le même sens. Et moi, je pense plutôt pour la dissolution des partis politiques. Les partis politiques ont été dissous, donc c'est la dissolution. Mais ce n'est pas le bannissement. Il n'a pas été dit qu'ils seront bannis. Tôt ou tard, ils vont revenir. Donc, la dissolution du parti politique, ce n'est pas ça mon problème. Pour moi, ça c'est un acquis. Pour moi, c'est une obligation. Je répète, pour moi, ça c'est une obligation. La dissolution des partis politiques, pour moi, c'est une obligation. Pour assainir l'espace politique. Pas seulement au Mali, mais au sein de l'AES. Maintenant, leur sortie a été reportée. Et moi, je demande que le président mette à profit. Je le dis, je le répète. On peut ne pas être d'accord avec moi. On peut dire que c'est des gens, et j'ai été toujours le premier à le dire. Je dis, c'est pourquoi j'ai toujours dit, moi, ce qui me concerne, j'ai toujours dit, j'ai dit, arrêtons de parler d'acquis démocratique. J'ai interpellé nos ministres à maintes reprises de dire, arrêtez, 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 il n'y a jamais eu d'acquis démocratique. Parce que si vous continuez de dire acquis démocratique, les politiciens là vont vous prendre au mot. Ils sont rusés, ils sont malins. Donc ne rentrez pas dans leur jeu. Arrêtez cette histoire d'acquis démocratique, acquis démocratique. Il n'y a pas eu d'acquis démocratique. Le peuple a été trahi, le peuple a été manipulé. Ils ont créé des partis. On dirait des gens qui vont s'asseoir au bord du marché pour vendre des beignets. J'ai dit non, il n'y a jamais eu d'acquis démocratique. S'il y avait eu acquis démocratique, il n'y aurait jamais avoir un coup d'État au Mali. Voilà ce que j'ai dit et je maintiens ce que j'ai dit. Il n'y a jamais eu d'acquis démocratique. Et souvent c'est malheureux que quand Keïta a raison. Si j'avais raison, ou si j'avais tort,
la décision de dissoudre les partis politiques vous donne aujourd'hui une idée claire. S'il y a eu acquis, jamais on va dissoudre les partis politiques. C'est parce qu'il n'y a pas eu acquis qu'on a décidé de dissoudre les partis politiques. Donc, Keïta a eu raison de dire qu'il n'y a jamais eu d'acquis démocratique. Donc, il faut dissoudre et redéfinir les contours de la démocratie. Maintenant, la création des partis politiques est une expression démocratique, oui, mais ce n'est pas la démocratie. Je vais expliquer ça de façon simple. C'est pourquoi je dis la communication, une bonne communication permet au président de gagner du temps. Et la partie, moi c'est comme ça que je vois les choses. En tant que conseiller du président, si je l'étais, monsieur le président, il faut rencontrer les chefs des partis politiques, les anciens leaders des partis politiques. Il faut leur dire, allez vous mettre dans une chambre, enfermez-vous, comme on fait élection du pape là. Vous avez vu? Élection du pape là, ils ont changé. Avant, les cardinaux là, ils prenaient leur temps pour faire malin sur les gens. Il y a un jour, les gens les ont chassés, où ils faisaient avant là. Les gens les ont chassés, on dit, vous n'allez plus faire ça ici. Vous emmerdez les gens avec, parce que chacun faisait son petit balai. Donc, merci à toi, ma chérie Clemcia. J'ai dit donc, monsieur le président, vous leur dites, allez vous enfermer dans une chambre. Prenez un hôtel si vous voulez. Prenez une maison si vous voulez. Vous les leaders là. Et puis, attendez-vous. Vous avez des tendances. Vous allez trouver que c'est-à-dire qu'il y a au moins 20 partis qui se réclament être des républicains. Mais vous allez vous entendre. Si vous êtes 100 partis, vous avez les mêmes idéologies, mais entendez-vous. Comme monsieur le président, moi je dis, il faut leur dire, allez-y, enfermez-vous dans une chambre et puis tombez d'accord. Moi là, je vais pas dépasser 3 partis mais 4 partis. Maintenant, les républicains, les démocrates, les socialistes, et puis les sociaux-démocrates, 4 partis. Allez, chacun va se retrouver dans les 4 partis. Si celui qui ne peut pas se retrouver dedans, il n'a qu'à rester là en tant que spectateur. On ne va pas dépasser ça. Monsieur le président, voilà. Moi, je dis, vous dites ça aux politiciens, allez-y. Moi, j'ai fait du moment. Moi, je vous ai donné les orientations. Vous, allez-y vous entendre. Moi, je ne dépasse pas 4 à 5 partis. Vous, allez-y vous entendre. Maintenant, Assimi aura gagné comment? Il aura gagné en temps, en stratégie. Maintenant, entre eux, ils vont faire parler jusqu'à ce qu'ils s'attendent entre eux. Ils vont se frapper, ils vont s'entendre. S'ils ne s'entendent pas, les Maliens n'ont pas de problème. S'il y a un seul parti qui est là, les Maliens vont aller avec. La démocratie ne veut pas dire le bordel, excusez-moi l'expression. La démocratie ne veut pas dire faire n'importe quoi. Eux-mêmes là, ils se disent ils sont musulmans. Pourquoi ils n'ont pas demandé à Dieu, Dieu, pourquoi tu veux qu'on marie seulement 4 femmes? Ils n'ont qu'à demander à Dieu, Dieu, moi je ne peux pas prendre 4 femmes. Mais Dieu dit, si tu as 4 femmes et puis tu vas chercher au dehors, tu vas en enfer. Ceux qui font ça, ils savent qu'ils vont aller en enfer, au moins s'ils sont conscients. Mais pourquoi ils n'ont pas dit à Dieu, Dieu, en tout cas, moi on ne peut pas accepter 4. Moi je prends 5. Dieu t'a dit, tu prends 4 femmes. Tu prends de 1 à 4. Maintenant, tu choisis, est-ce que tu peux marier toutes les femmes que tu veux? Maintenant, tu fais un choix sélectif et rigoureux. Maintenant, toi, tu définis tes critères et puis tu choisis tes 4 femmes. Si tu as envie de prendre 4, tu prends 4. Tu as envie de prendre 2, tu prends 2. Tu as envie de prendre 3, tu prends 3. Tu veux rester avec une, tu restes avec une. Mais Dieu t'a dit, voilà ce que tu dois faire. Mais pourquoi vous, quand vous faites ça, vous ne voulez pas? Bon, vous êtes malhonnête par moment, vous les leaders politiques. C'est parce qu'Assimi vous affecte. Monsieur le Président, ouais, c'est ça le problème avec la communication, en fait. Je suis doyen de Daïto et j'ai parlé avec quelqu'un hier il dit Keïta, on comprend pas. Le ministre de la communication n'a jamais levé le petit doigt pour approcher un ministère pour dire quels sont vos besoins pour qu'on développe une communication. Il dit jamais. J'ai dit, mais est-ce que le président voit pas? En fait, tout ce que je reproche au ministère de la communication, tous les ministres sont d'accord. Tous les ministres sont conscients. Mais pourquoi le président qui l'a nommé ne peut pas l'enlever? C'est le président qui a signé le décret de nomination. Pourquoi le président ne l'enlève pas? S'il l'enlève pas, peut-être que le président le trouve qu'il est bon. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, bon, nous, on a parlé
Peut-être que c'est quand les gens vont commencer à dire des propos qui vont choquer le président. Peut-être à ce moment-là, il va changer son ministre. Mais moi, je ne vais pas, puisque moi, j'ai décidé de l'aider. Moi, je ne fais qu'interpeller. S'il ne veut pas, c'est son droit, c'est lui le président. Mais au moins, le monde sait que j'ai fait ce palabre-là. Le monde sait que j'ai interpellé le président. Le monde sait que je lui ai dit, monsieur le président, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, nous, on ne peut pas obliger. Mais au moins, on peut interpeller. Il n'est pas à la hauteur. Et moi, je trouve que c'est un peu honteux même de voir que son ministère ne participe à rien dans l'édification de la population. Pourquoi il y reste, c'est Dieu seul qui sait, moi je ne sais pas. Comme l'a dit Robert Bourgi, j'irai voir tous les marabouts du monde pour savoir pourquoi il a comme ministre de la communication. Quand on lui a posé la question, pourquoi Ouattara veut plus qu'il rentre en Côte d'Ivoire, il dit, il va voir tous les marabouts du monde pour avoir la réponse. I don't have an answer, j'ai pas de réponse. Mais au moins, les ministres savent, le premier ministre même le sait, et c'est ça qui est dangereux. Parce que si Assimi doit faire 5 ans, monsieur le président, vous avez dissous les partis politiques. Vous allez faire 5 ans. Et vous pensez que si vous n'avez pas une stratégie de communication, vous pensez que ça va continuer ainsi. Mais si le jour où vous allez accepter les 5 ans là, le lendemain vous devez faire un revival ministériel. Vous devez changer. Il y a plein de ministres que vous devez changer, mais ce n'est pas à nous de vous dire. Mais le ministre, en tout cas, jeunesse, ministre de la jeunesse, ministre du sport, ministre de la culture, ministre de la communication, ça c'est des, monsieur le président, ça c'est des ministères même, bon, le sport peut rester. C'est-à-dire, il faut faire comme Oufoué l'a fait à l'époque. Oufoué a fait information, sport, et puis jeunesse. À l'époque, Oufoué a tout mélangé, puis l'a donné à Fologo. Fologo avait 3 ou 4. Bala Keita aussi, je crois, il y a des ministères souvent, donc, communication là. Jeunesse, sport, monsieur le président, il sait qu'à Bemble, qu'à Bec, un ministère clé. Ça là, c'est l'argent des Maliens qui sortent. Bon, quand on va parler, on dit, on dit des choses qui ne sont pas bien. On dit qu'on est en train de mal parler. Bon, c'était, mais si on voit pas aussi qu'on parle pas aussi, bon, monsieur le président, en tout cas, nous, il sait que tu vas sur une belle là, quoi. Il y a un problème ici, monsieur le président. Il y a un problème. Il faut chercher à gérer ça, franchement. Pour que Kokata, il faut vraiment, le monsieur, franchement. Parce que ça murmure. Lui-même, il sait que les gens murmurent. Lui-même, il sait qu'il y a des ministres qui murmurent. Tu vois? C'est-à-dire que, alors, moi, je vais présenter le statut simple. En tant que conseiller de la communication d'Assimi, si je le suis un jour, voilà ce qui est très simple pour moi. Au ministre de la communication, si je le suis un jour, très simple. 1. Je mets en place ce qu'on appelle une commission interministérielle. Cette commission va travailler avec tous les ministères. C'est-à-dire que tous les ministères, on va mettre une petite commission de chaque responsable de la communication. Et il y a des ministères clés où je vais demander au président et même exiger qu'il y ait des porte-paroles. Par exemple, quand vous regardez le ministère des Affaires étrangères, c'est le ministre Abdoulaye Diop qui parle. Non, c'est pas bon. Non. Le ministre Abdoulaye, il parle, c'est vrai. Mais le ministère de la communication et des Affaires étrangères est un ministère tellement important que ce n'est pas à lui de faire toujours non. Donc, il faut un porte-parole là-bas. La primature, il faut un porte-parole. La défense, c'est déjà bon. La défense, puisque déjà, il y a la DIRPA qui est là, qui travaille avec l'état-major. Ils ont même leur radio. À ce niveau, Sadio, c'est RAS. Sadio est en avant sur tous les ministres. On n'a qu'à arrêter de se blaguer. Sadio a damé le pion sur tous les ministres. Et tous. C'est pas comparaison, hein, mais c'est la vérité. Pourquoi les Maliens sont fiers aujourd'hui de l'armée? Pourquoi les Maliens applaudissent aujourd'hui les FAMA? Parce qu'il y a une communication offensive du ministère de la Défense à travers l'état-major qui met les Maliens au courant et le monde au courant. On sait tout, on est au courant de tout. Mais pourquoi les gens ne peuvent pas regarder Sadio et puis faire la même chose comme lui? Éducation, on doit avoir porte-parole, il n'y en a pas. Transport, on doit avoir porte-parole, il n'y en a pas.
Santé, il n'y en a pas. Donc moi, à ma qualité de ministre, si je le suis un jour, c'est d'abord, il y a des ministères stratégiques qu'il faut absolument que ces ministères aient des porte-parole. Deuxièmement, c'est de mettre en place une commission mixte avec tout ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Une commission qui va appuyer. Dès qu'on sait qu'il y a quelque chose sur, paf, tout de suite, on est là-bas. On construit la communication avec le ministère en question, et puis, paf, on frappe pour que les Maliens soient au courant partout. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est là maintenant d'élaborer un plan, une stratégie nationale de la communication, qui n'a rien à voir avec la communication interministérielle. Non. Ça, ce sera la deuxième étape. Mais c'est pourquoi j'ai dit au ministre de la communication, il n'y a pas quelqu'un là-bas, là, qui peut m'arriver à la chimie. Les idées que je suis en train de dire, vous allez voir, demain matin, ils vont sauter sur ça. Hein. Mais moi-même qui suis à l'origine, là, ils vont pas venir me demander, hein. Ils vont sauter, ils disent, bon, et puis ça va pas aller quelque part. Moi, on m'a dit ça un jour, on dit qu'il y a toujours, tu dis quelque chose, quand tu fais, les gens sautent, mais ils n'arrivent même pas à faire. Mais au lieu de t'appeler, ils auront de t'appeler. C'est ça le problème. Et puis, la troisième, ce sera la communication autour du président de la République. Donc, avec les trois axes-là, moi, je définis une communication mabana. Mais si tu ne peux pas comprendre ça, c'est pas la peine. Alors, donc, on continue. Le bâtard qui fait ça, là, c'est ta maman, c'est ton papa. Faut continuer encore. Maudit que tu sois là. Je vais rentrer même dans mon truc et puis te chasser de mon direct, mal élevé que tu sois. Alors, donc, quand vous regardez ce qui a été fait, quand vous regardez, on a fermé la parenthèse avec le Mali, hein, on revient en Côte d'Ivoire. Quand vous regardez ce qui a été dit sur ce plateau, ça fait honte. Tout ce qui a été dit, c'est hors sujet. Tout a été hors sujet. Hors sujet, hors sujet, hors sujet. Maintenant, on dit aux partis politiques de se taire. On dit aux partis politiques, acceptez cette liste électorale frauduleuse. Mais vous savez, la malhonnêteté a un nom. Ça s'appelle Alassane Dramane Ouattara. La malhonnêteté a un nom. Je répète, ça s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Le mensonge a un nom. Ça s'appelle Alassane Dramane Ouattara. La trahison a un nom. Ça s'appelle Alassane Dramane Ouattara. L'idiotie, l'hypocrisie, la bêtise humaine a un nom. Ça s'appelle Alassane Dramane Ouattara. La haine, la vengeance a un nom. Ça s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Le violeur de constitution, le violeur de loi a un nom. Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur n'a jamais respecté les fondements de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur n'a jamais, tant que ça l'arrange, il n'a aucun problème. Mais tant que c'est une loi qui conteste son autorité, cette loi-là, il a détruit, il la réforme selon sa volonté, à sa guise. Alors, et les partis politiques. Regardez-moi une merde. Vous avez eu tout à l'heure. Bon, regardez-moi une merde comme ça. Au moins, l'intelligence te dit pourquoi les partis politiques se battent. Pourquoi les partis politiques se plaignent. Que veulent les partis politiques? Que demandent les partis politiques? Le bâtard dit, ça se demander si ce sont des syndicats. Mais tu n'as pas tort, c'est parce que tu n'es pas instruit, tu n'es pas allé à l'école, tu n'as aucune connaissance, tu es idiot. Les partis politiques sont issus du syndicalisme. Il ne sait pas ça. Hein. Comment il veut que je lui donne une leçon? Houphouët-Boigny, qui est considéré être le plus grand président de tous les temps en Côte d'Ivoire, c'est du syndicalisme qu'il est devenu leader politique. Si vous ne faites pas le syndicalisme, vous ne pouvez pas être un bon leader politique. Vous n'avez qu'à regarder Gbagbo Laurent, vous n'avez qu'à regarder Sorobio, vous n'avez qu'à regarder tous ceux qui, à l'époque, étaient soit secrétaire général du MESI. Moi, j'ai été secrétaire général du MESI quand j'étais en troisième. Mais tous ceux qui ont été secrétaire général du MESI, la plupart ont été ministres d'Houphouët. C'est les gens qui ont appris la politique aux côtés d'Houphouët. Donc, il dit c'est à croire s'ils sont des syndicalistes. Oui, la plupart de tous les acteurs politiques sont des syndicalistes. L'idiot n'a pas compris que être responsable d'un parti politique, c'est la conquête d'État.
C'est la conquête du pouvoir d'État. Et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec la Constitution, avec la loi en vigueur, en tant que syndicaliste dans la peau, dans la chair et dans l'âme, politicien reconverti, vous portez votre habit de syndicalisme et de politicien et de leader pour dire non, je suis pas d'accord. Seul le syndicalisme comprend quand il faut sortir, quand il faut pas sortir. Quand vous jetez dans la politique et puis vous ne savez pas ces choses-là, ils vont vous briser. Pourquoi Gbagbo n'a jamais été brisé? Pourquoi Blé Goudé n'a pas été brisé? Parce que c'est des gens qui ont compris comment fonctionne le syndicalisme et puis se sont retrouvés dans la conversion politique. Le RDA, c'est le Rassemblement démocratique africain, c'est pas un parti politique. Le RDA, à la base, c'était un syndicat pour les planteurs. Donc, quand il dit, c'est à croire que, c'est parce qu'ils ont été syndicalistes qui comprennent. Vous voulez aller à une élection, vous voulez passer un examen, et puis au moment où vous entrez dans la salle d'examen, on vient et puis on change les règles. Mais tout de suite là, vous êtes désabusé. On vous dit, pour entrer dans la salle, il faut venir peut-être 10 minutes avant, vous êtes devant la salle, 5 minutes avant le début des épreuves, vous êtes dans la salle. Et puis, au moment où vous êtes là, on vous dit non, désormais, vous êtes séance tenante au moment où vous devez faire l'examen là. On vous dit non, non, non. Désormais, vous devez arriver 2 heures avant le début des épreuves. Donc, ça veut dire que vous n'allez plus avoir accès à la salle dans les 5 minutes qui suivent. Vous allez rester 2 heures. Et puis, on vous dit, à l'heure pile, vous entrez dans la salle. Pendant ces 2 heures, vous étiez focus, concentré, pour faire votre examen, faire face par rapport à vos épreuves. Et puis, boum, on vous dit, vous devez attendre 2 heures. 2 heures, la distraction, la causerie. Et puis, vous étiez prêt pour composer en mathématiques. On vient vous dire, non, 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 ce n'est plus mathématiques, mais c'est anglais, vous allez faire. Hey. Ou bien on vous dit, non, 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 c'est philosophie, vous devez faire. Mais alors qu'on sait toujours, telle période, ça c'est anglais, telle période, ça c'est philo, telle période, ça c'est français, telle période, ça c'est histoire, ça c'est ceci, ça. Et puis on vient, on chamboule tout, on mélange tout. Vous arrivez, vous êtes perdu. On dit, mais ça veut dire quoi ça? Mais l'objectif, c'est de vous démoraliser, c'est de vous déstabiliser psychologiquement, intellectuellement. Que vous entrez dans la salle, vous êtes perdu. Au moment où vous vous apprêtez pour faire votre test de philo, on vient vous sortir les tests d'allemand. Ou bien on va vous sortir les tests d'histoire et géographie, ou bien les tests d'anglais, ou de mathématiques. C'est ce que Ouattara est en train de faire. Maintenant, les politiciens disent, attention, la liste là, on n'est pas d'accord avec. Il faut que la liste se change. Il faut que la liste soit propre. Mais vous devez faire examen. Et puis, moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Si je mens, Dieu est témoin, j'ai vécu ça. Les gens sont venus me donner comment vous dites ça même là, les épreuves. Ils sont venus me donner les épreuves. À quelques heures, on dit, il faut nous donner les grands lits. Bon, ça, c'est dans les matières où j'étais vraiment champion là-bas. Français, histoire, philo, et puis quoi encore là. Je crois qu'ils m'ont amené 3 ou 4 épreuves comme ça. J'ai traité, je leur ai donné. J'arrive dans la salle, ce sont les mêmes sujets que j'avais traités pour les gens. Et tous ceux-là, j'ai eu leur examen. Alors, on vous dit, on veut plus de triche. On vous dit, allons à une élection propre. On vous dit, on veut pas de listes mélangées, de listes perturbées. On vous dit, mais vous dites, non, non, non. Il dit, non, il faut oublier ça. Mais l'idiot qui parle là, moi, je souhaiterais voir son fils ou son enfant en train de composer. C'est-à-dire que son enfant doit aller faire, doit passer un concours ou une épreuve. Et puis, au lieu de donner à l'enfant
les leçons, c'est-à-dire les épreuves doivent être issues du programme de l'année. Ce sont les programmes de l'année qu'on vous donne en fin d'année comme épreuve. D'accord? Alors, on donne à son enfant des épreuves de la classe supérieure, c'est-à-dire, en supposant que l'enfant soit au CM2, on lui donne les épreuves d'une classe de 4e, une classe de 3e ou une classe de seconde, on lui dit de traiter ça. Est-ce que lui, là, il va dire quoi ce jour-là? Ce serait inacceptable, impensable, inconcevable. Allons sur la base de l'honnêteté, de la transparence. Est-ce que les partis politiques demandent beaucoup trop? Pas du tout. Alors voilà des idiots comme ça, là, des bâtards que je peux appeler ainsi, parce que c'est ce qu'ils sont. Donc la mort derrière devant eux. Quand le petit blé dit, je préfère perdre du temps que de perdre la vie. Et ça a tout son sens. On peut tout dire de Blé Goudé. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Mais je vais pas me mettre à l'attaquer n'importe comment sans savoir pourquoi je fais ça. Allons à des élections saines, à des élections transparentes, à des élections qui feront la fierté de la Côte d'Ivoire. Moi, quand ces idiots viennent parler sur les plateaux de télé, je voudrais que ces idiots-là regardent Alassane Ouattara, avec son âge avancé, qui encore veut marmailler les élections pour se retrouver face à un petit, quelqu'un qui n'a aucune assise, aucune base. Quand vous allez à une élection contre Kakabe, quelle est la base de Kakabe? Quel est le poids politique de Kakabe pour aller? Et Ouattara n'a pas eu honte, il a fait campagne contre quelqu'un qui s'appelle Kakabe. Et il est fier. Il ne sait pas que dans son dos, les chefs d'État se moquaient de lui. Il ne sait pas que dans son dos, on l'insultait, on le dénigrait. Et il allait fièrement à ces réunions-là pour attaquer le Mali, le Niger, le Burkina, alors qu'il a oublié que c'est un Kakabe qu'il avait en face de lui comme opposant, comme adversaire. Et ça, les Ivoiriens disent, on ne veut plus ça. Si tu veux gagner les élections, on n'a pas de problème avec. Tu violes la Constitution, on a un sérieux problème avec. Mais tu ne vas pas violer la Constitution et te choisir toi-même tes propres adversaires. Mais quel est le sens de cette politique, de cette démocratie-là? Alors, ce que je peux dire en ce qui me concerne, je peux me tromper, c'est scandaleux, c'est honteux, c'est pathétique, c'est pitoyable, et je peux même dire c'est regrettable. Pour moi, quand vous avez un bilan inattaquable, c'est que le bilan, il est véritablement inattaquable. C'est que le bilan, il est bon. Il est sans reproche. Le bilan, c'est un bilan qui s'impose de lui-même et par lui-même. Mais, quand vous dites que votre bilan est inattaquable, et encore vous continuez à marmailler, et moi je me pose la question, Ivoirien, pendant combien de temps ce monsieur-là, parce que ça, et ça, c'est ce qu'on nous dit, élection, mais il y a une phrase là que je vais vous faire écouter, ce monsieur, il y a une partie importante de ce monsieur-là que je vous ai pas fait écouter la dernière fois, je voudrais vous faire écouter cette partie importante. Je voudrais vous faire écouter ça. Donne-moi une seconde, hein. Je vais vous faire écouter ça. Oh, merci. Je vais vous faire écouter ceci. Avant rapidement de revenir ici. Je vais vous faire écouter ce que... Mais avant de continuer, écoutons ça. Écoutons Babou. Mais Oufou et moi, on n'a jamais parlé d'un problème d'argent. Jamais. Je crois que c'est pour ça qu'il m'a respecté. Et il y en a un qui vient me voir à Paris. Il m'appelle, je réponds, puis on se donne rendez-vous dans un restaurant de la place de la Bastille. Vous voyez, le président dit de rentrer. Écoutez bien. Je dis, je rentre comment? Tu aurais un billet
tu auras une villa. J'ai déjà une villa là-bas. Le billet. Vous attendez d'aller ouvrir, c'est à Blou. D'acheter un billet pour moi. Non, mais bon, j'ai une enveloppe pour toi. Écoutez bien. Hein? Au fait, quand je parle avec lui, on n'a jamais parlé d'argent. Bon, écoutez, regardez ici. Je vous fais écouter ça, c'est important. Il dit Oufoué, quand je parle avec lui. Donc, ça veut dire quoi? Que malgré qu'il était opposé à Oufoué, Oufoué n'a jamais coupé le dialogue avec Laurent Gbagbo. Et Oufoué a toujours voulu voir Laurent Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire. Mais, que fait Ouattara? Il envoie les les bardous, c'est ça? Les barbouzes, tuer Sorobio. Il envoie des criminels tuer. Il envoie des gens arrêtés. Il fait des enlèvements. Il fait des enlèvements, des emprisonnements. Et puis ce bâtard d'Adjoumani dit, vous avez notre avec sa gueule qui pue la mer, son visage au dirait facouchère là. Il dit, leur parti porte le nom d'Oufoué. Bâtard là, si votre parti porte le nom d'Oufoué, pourquoi vous n'agissez pas comme Oufoué? Oufoué a tendu la main aux enfants de la Côte d'Ivoire pour entrer en Côte d'Ivoire. Il dit, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous condamnez Afousatou Papa pour avoir subi Sorogioum de 20 ans d'emprisonnement. Vous condamnez Sorogioum parce qu'il a dit non à Alassane Ouattara, à perpétuité. Vous bannissez Blé Goudé de la liste électorale, Bago Laurent de la liste électorale. Vous vous attaquez à Tidjane Diab. Et vous dites que vous êtes héritier d'Oufou. Vous êtes dans la philosophie d'Oufou. Est-ce que vous êtes maudit? Ou bien vous cherchez la malédiction encore? Oufou dans sa tombe doit être en train de pleurer. L'erreur qu'il a commise. Oufou est en train de pleurer dans sa tombe. Il se pose la question, pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a l'origine de ce que vivent les Ivoiriens. S'il n'avait pas envoyé cette merde appelée Dramane, Alassane Ouattara n'est pas burkinabé. Je ne sais pas qui il est. Parce que le Burkina que je connais, les Burkinabés que je côtoie, ont une fierté, un honneur, une dignité. Mais Ouattara n'a rien de tout ça. Il n'a rien de tout ça. Il n'a rien qui dise qu'il ressemble à un Burkinabé ou il est Burkinabé. Il n'a rien qui le rapproche de ce pays noble-là. Vous venez me parler d'argent, il dit non. Écoutez bien. Tu n'as rien compris. Moi, ce que j'ai, je m'en parle dedans. Donc, chaque fois quand les gens font rentrer quelqu'un au RHDP, chacun a sa part dedans. Il y a un pourcentage de 10%. Je connais ce que c'est que 10% parce que je fais aussi le négoce. Les négoces, ce sont les négociations que vous connaissez entre les fournisseurs à l'extérieur et des acheteurs, des potentiels acheteurs dont vous négociez. Vous sécurisez des contrats, tout ça et autres, et puis vous avez un pourcentage. Mais moi, mon pourcentage n'est jamais 10%. Moi, mon pourcentage, c'est 17%. Je ne prends jamais 10%. Même si la valeur marchande, c'est 50 milliards, moi, c'est 17%. Donc, imaginez 17%, combien ça fait? Normalement, on dit 10%. Ça, c'est pour celui qui a apporté le contrat, mais moi, je prends pas 10. Voilà. Alors, donc, vous réfléchissez un peu à ça. Oufoué tend la main. Mais que fait Ouattara? Il tue. Il jette en prison. Il détruit. Et les Ivoiriens sont d'accord avec ça. C'est le monsieur qui a apporté la violence dans ce pays. Mais alors, moi, la question que je me pose aux gens du RHDP, est-ce que vous pensez que Alassane Ouattara est éternel? Non. Est-ce que vous pensez que votre pouvoir là est éternel? Non. Bon, Soumaoro Cimetière est mort, il n'est plus là. Ahmed Bakayoko est mort. Amadou Gonkoulibaly est mort. Ouattao est mort. Djidi Kobina est mort. Plein d'autres sont déjà morts. Mais beaucoup parmi vous, vous allez être vivants. De votre vivant, le RHDP va perdre le pouvoir. De votre vivant, vous allez perdre le pouvoir. Est-ce que vous avez pensé à ça?
Quand vous allez perdre le pouvoir, comment est-ce que vous serez? Quand vous allez perdre le pouvoir, où est-ce que vous serez? Quand vous allez perdre le pouvoir, qu'est-ce que vous deviendrez? Parce que vous oubliez vraisemblablement ces choses-là. Vous croyez que vous êtes éternel, alors que vous allez perdre ce pouvoir. D'une manière ou d'une autre, vous allez quitter le pouvoir. Quand vous allez quitter le pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Les Ivoiriens se souviendront de vous, de ce que vous avez fait, des crimes que vous avez commis. Les Ivoiriens seront là pour vous rappeler cela. Est-ce que vous pensez à ça un peu? Merci, Kofi Dibi. Ben, alors, on continue d'écouter Gbagbo. J'ai 10%. Si tu prends les 2 milliards, moi, il me donne 10%, là, il me donne 200 millions. C'est pour ça, donc, si tu veux, un an, tu arrives à venir puis le lendemain, tu le dis. Donc, il faut donner 2 milliards pour que Gbagbo rentre pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. Le gars, il a 10%. Lui, Gbagbo dit, il n'est pas intéressé, mais le gars dit tout, il faut que Gbagbo accepte pour que lui puisse avoir ses 10%. Bon, voilà un peu comment, je vais vous faire écouter il y a une partie de ce monsieur. Je me rappelle l'époque où on allait aux élections. Voilà. Dans certains pays avec les urnes déjà prêtes. Les urnes déjà prêtes. Ça existait, ça? Oui, ça existait. Dans cette vidéo, tout va être dit sans filtre. Robert préfère t'enterrer. Accrochez-vous. Il y a une partie que je vais faire écouter. Je vais faire écouter une seule partie. Combien de gouvernements avez-vous Écoutez bien. renversé en Afrique par la France? Par la France. Quelques-uns. Quelques-uns. Mais encore? Quelques-uns. Mais je me rappelle l'époque où on allait aux élections dans certains pays avec les urnes déjà prêtes. Les urnes déjà prêtes. Ça existait, ça? Oui, ça existait. Ousmane Sonko, Diomaye ont été élus démocratiquement. La Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Ok. C'est des accords secrets post-coloniaux entre la France et l'Afrique. Quelle est la vérité sur les contenus de ces accords secrets? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Écoutez bien. Ça nous intéresse dans le Le Sahel. général de Gaulle avait demandé à Jacques Foccart de maintenir toutes ces nouvelles républiques africaines dans le giron de la France. Vous allez les rassurer, Foccart. On va élaborer des accords de défense, on va signer avec eux. Vous leur garantirez leur maintien au pouvoir et nous allons nous assurer de nos intérêts dans le pétrole, dans le gaz, dans les minerais. Et c'est tout. De pas manquer des matières premières stratégiques. D'où Voilà, la naissance de ce terme de France-Afrique. Et c'est le côté sombre de la France-Afrique, où la France a exploité outrageusement les richesses naturelles. Donc, la France a volé systématiquement. Et la France continue de voler systématiquement. Ivoirien, détestez-moi, détestez Robert Bourget, ça c'est votre problème. Mais la réalité, logiquement, ce pays-là, avec autant de potentialités énergétiques, pétrole, gaz, or, autres minéraux, la Côte d'Ivoire n'aurait jamais dû être endettée telle qu'elle l'est aujourd'hui à près de 40 à 50 000 milliards de dettes en 15 ans. Avec tout ce que la Côte d'Ivoire a comme ressources agricoles, ressources minières, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On me dira, on ne peut pas se développer sans prendre crédit. C'est quand tu n'as rien, tu prends crédit. Mais quand tu as quelque chose, tu fais doucement quand tu prends les crédits. Si Ouattara était suffisamment intelligent, d'ailleurs, c'est l'erreur que Robert Bourget va faire. Il va dire que Ouattara est un homme intelligent. Robert, tu mens. Il n'est pas intelligent. Il est bête. Il est idiot. Il n'y a rien à sa tête.
Vous n'avez qu'à regarder le capitaine. D'où il tire le financement pour la construction de Burkina Faso. C'est parce qu'il scelle des deals. Et les deals, le peuple burkinabé est le premier gagnant dedans. L'argent, s'il n'y a pas l'argent liquide, il y a une façon. Domelo a fait ça, vous avez vu, Domelo, il a expliqué certaines choses. On a une autre façon de payer les services avec nos minéraux. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je suis étonné que jusqu'à présent, on n'a pas d'avion au Mali, les nouveaux trains ne sont pas encore arrivés. Il y a certains, c'est vrai que sur le côté énergétique, Assimi est en train de faire un travail extraordinaire, mais au niveau du transport, on est vraiment loin derrière, alors qu'il y a la possibilité de changer les choses de façon drastique dans ce domaine. Les gens sont allés en Russie, on nous a montré les images. À combien de reprises ils sont allés en Russie? Le président voulait que les choses accélèrent. Mais pourquoi du coup il y a un ralentissement? Assimi voulait voir les choses aller vite. Mais la question c'est de savoir, est-ce que c'est les ministres qui sont à l'origine ou quel est le blocage? Mais pourtant le Burkina semble ne pas connaître cette réalité du Mali, puisque le Burkina a son avion. Alors que nous, on a commencé notre projet d'avion avant le Burkina. Mais le Burkina a son avion et continue d'avoir des brand new, des avions neufs. Des avions neufs. Les ceux disent que oui, les avions chinois aujourd'hui sont les meilleurs de loin dans le monde en termes de performance, en termes de qualité, en termes de consommation de kérosène, en termes de luxe. Ce sont les mêmes Boeing et puis Airbus sont derrière. Et la plupart des pays du Golfe, ils sont en train d'annuler toutes leurs commandes et puis se tourner vers la Chine et la Russie. Parce que c'est beaucoup moins cher. C'est meilleur. Alors, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et moi, je souhaite que le président mette un peu un coup d'accélérateur et demande au ministre, le ministre qui ne produit pas un résultat dans un bref délai, que le ministre présente sa démission. Peu importe qui est le ministre. Si un ministre n'apporte pas des résultats dans un bref délai, si le ministre n'aura pas sa démission, il faut tout simplement le limoger. On a besoin de résultats. Parce que le problème, c'est quoi? Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. On va voir le Burkina avancer, on va voir le Niger avancer. On sera obligé de dire au président, ceux-là sont venus après nous. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Si un ministre ne fait pas son travail, le président sera obligé d'agir. Si le Mali était seul, certains ministres peuvent penser que leurs postes sont sécurisés. Oui, vous pouvez penser que vos postes sont sécurisés. Pendant combien de temps? Parce qu'à un moment donné, le président Assimi Goïta sera obligé de prendre sa responsabilité. Le peuple va le pousser à prendre sa responsabilité parce qu'on ne peut pas regarder le Burkina être en train de faire des performances dans tous les domaines et puis nous on est là alors qu'on a été les premiers sur le terrain et voir le Niger qui est venu après nous être en train de nous dominer. Mais attention, le président sera obligé d'agir. Ça c'est pas Keïta qui le dit, mais les choses vont obliger le président d'agir. Il sera obligé de prendre ses responsabilités et limoger des ministres. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas continuer dans l'hypocrisie et on ne peut pas continuer dans la médiocrité. Il y a des ministres qui ne sont pas à la hauteur. Je n'insulte personne, mais vraiment, c'est la réalité. Vraiment, c'est ça. On n'a qu'à regarder. Maintenant, vous pouvez prendre des jeunes gens sur les réseaux, crier, wow, 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 wow. Vos griots sont là, ils n'ont qu'à crier. Mais nous, on va sortir avec ce qu'on appelle les faits. Les faits sont là. Quand tu as fini de crier, oh là, nous, on saurait les faits, voilà ça. Alors, vous voyez, aujourd'hui, le Burkina, on est d'accord, on n'est pas d'accord, est le leader de l'AES. Dans tous les domaines. Alors, comment le Burkina arrive à financer telle ou telle chose? Ça, parce que le peuple burkinabé contribue. Le gouvernement a réduit son train de vie, mais ça ne peut pas suffire. Je suis désolé. Ça, c'est une goutte d'eau dans l'immense projet de bitumage, de construction d'infrastructures socio-économiques. C'est énorme. Donc, il faut sceller d'autres deals. Mais pendant ce temps, il y a l'acquisition de matériel de guerre. Donc, il y a tout ça. Pendant que vous construisez le pays,
pendant que vous mettez au point l'économie du pays, vous luttez contre le terrorisme. Mais le Burkina, nous, tous les trois pays sont engagés dans la lutte contre le terrorisme. Mais à côté de cela, c'est vrai que le président, il a fallu que le président lui-même, il prenne à bras le corps la construction de cet hôpital-là, qui sera un hôpital de référence en Afrique de l'Ouest et en Afrique même, à l'exception du Maroc, de la Tunisie, peut-être de l'Algérie, peut-être de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Kenya, peut-être, de l'Éthiopie aussi, du Rwanda, de l'Ouganda, Burundi peut-être. Ça ne dépasse pas 10 pays. À l'exception de ces 10 pays-là, l'hôpital qu'Assimi est en train de construire, il n'y a pas un pays, même pas la Côte d'Ivoire, même pas l'hôpital mère-enfant de Benjamin, de Dominique. L'hôpital qu'Assimi. Et Assimi a pris Assimi même s'est investi dans ce programme-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, cet hôpital a fait la fierté du Mali. Parce que mais est-ce que le président doit s'impliquer dans tout comme ça? Parce que c'est un hôpital militaire aussi, faut pas oublier. C'est un hôpital militaire. Donc Sadio aussi est impliqué dedans. Donc quand ces deux-là se retrouvent sur un projet, vous pouvez dormir tranquille, hein. Le projet, il sera hors pair. Donc, on va écouter encore Borgé. Il y a une partie qui m'intéresse, où il fait l'apologie des coups d'État positifs. Et ces coups d'État-là, il explique, c'est la France qui est à l'origine. Le vol systématique, le pillage de nos ressources, et aujourd'hui, il y a une jeunesse africaine qui dit non, on ne veut plus. Et d'ailleurs, c'est ici que j'ai appris quelque chose qui nous a été caché. La presse internationale nous a caché ça. Il y a eu des affrontements il n'y a pas longtemps, je crois, en Casamance, et Sonko, je crois, a envoyé la police pour rétablir l'ordre. La police et la gendarmerie, je crois. Et il y a eu plus de 80 morts. Il n'y a pas un mois de cela, hein, cela fait 2 semaines, peut-être maximum 2-3 semaines, je crois. Moi, c'est ici que j'ai appris ça, avec lui que j'ai appris ça. On nous a caché ça. Cela, il dit, il regrette que Diomaye et Sonko puissent en arriver là. 80 morts, c'est beaucoup. Bon, je sais pas trop les circonstances et les contours ben, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est là, toi, Franck, comment vas-tu? Mohamed Diarra, ça va? On continue rapidement. Aux dépens des populations africaines, en maintenant un pouvoir politique totalement soumis à l'impérium français, d'où la France-Afrique, et je l'ai vécu de très près, je l'ai vu faire, et c'est pour cela que je salue véritablement aujourd'hui, et je le fais sans cesse depuis 2011, je salue sans cesse l'apparition d'un nouveau personnel politique en Afrique. Je n'ai jamais critiqué les coups d'État militaires s'ils sont survenus au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. C'est qu'il était temps que cela se fasse, parce que le peuple lui-même n'est pas en mesure d'aller contre le pouvoir. Écoutez bien. Ça ne pouvait être que les militaires. Et ils sont là, et il ne sera pas impossible que d'autres pays suivent la même voie. Alors, il ne sera pas impossible que d'autres pays suivent la même voie. Il ne sera pas impossible qu'il y ait un coup d'État en Côte d'Ivoire. S'il doit y avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire, je prie. Si je dois veiller en prière pour que cela se réalise, wallah, au nom de Dieu, je vais veiller en prière. On a fait un coup d'État chez nous ici, on n'a pas tué quelqu'un. Le Niger n'a tué personne. Le général Tchani n'a tué personne. Ibrahim n'a tué personne, sauf les gardes de corps de d'Abeba qui voulaient s'opposer. C'est tout. Il n'y a pas un civil qui a été tué ni blessé, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Donc on peut faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, tout en espérant que ce soit la même chose qui s'est produite au Mali,
au Niger et au Burkina. Parce que nous ne voulons pas un coup d'État sanglant. Un coup d'État où on va tuer les gens. Un coup d'État où il y aura des échanges par rapport à ceux-là ont pris les armes contre ceux-là, ceux-là ont pris les armes contre ceux-là. Moi, je prie qu'il y ait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Je le cache même pas. Au nom de Dieu, je prie qu'il y ait un coup d'État en Côte d'Ivoire et que Ouattara tombe. Parce que pendant combien de temps vous croyez que les gens vont supporter ça? Et ce que Robert dit ici, la population elle-même ne peut pas. Vous voyez comment les contestations sont brimées. Mais alors, si vous avez vos amis garçons en face de vous, vous avez les armes, ils ont les armes, non, on verra ce qui va se passer. Mais nous ne disons pas qu'il faut que des gens prennent les armes les uns contre les autres. Nous disons tout simplement que Ouattara soit démis, chassé du pouvoir, sans qu'un civil ne soit tué ou blessé par un coup de fusil. Et qu'on ne tire même pas un coup de fusil, que ce soit le même scénario du 24 décembre 99. Luc a dit que c'était une révolution populaire. On prie Dieu que la même révolution populaire vienne le balayer du pouvoir. Parce qu'il ne mérite pas d'être à la tête de ce pays. Il doit être chassé de la tête de ce pays. Il a trop menti, il a trop causé de tort. Et la haine de Ouattara ne cesse de grandir. Et moi, franchement, j'ai vu des présidents idiots. Cette expression-là, je la tire de choses, comme on appelle ça, de la série Game of Thrones, que vous avez tous regardé. Game of Thrones. Hein? Le nain, là. Il dit à son neveu, qui était le roi, le petit, Geoffrey, il dit, j'ai vu des rois vicieux, mais tu es le plus idiot de tous les rois que j'ai connus. Et Alassane Ouattara ne mérite même pas de faire 1 minute à la tête de ce beau pays-là. C'est pourquoi vous avez pu voir le ballet de la honte en France. Le ballet de l'humiliation. Ils ont dit qu'ils vont humilier Vladimir Poutine, mais ils ont échoué. Ibrahim, aujourd'hui, ça fait la une. Attention, l'avion qui allait chercher Ibrahim, il y a quelque chose que moi je voulais vérifier sur l'avion. Parce que, au niveau de la Russie, le président a une flotte. La défense a sa flotte et les affaires étrangères a sa flotte. Je connais un peu l'avion que la Rome utilise. Parce que je le vois souvent avec cet avion. Mais c'est pas le même avion. L'avion, c'est le deuxième avion de Poutine qui est venu. L'avion personnel. Pour savoir que c'est l'avion du président, l'avion a 2 réacteurs. De chaque côté. Donc, au total, c'est 4 réacteurs. L'avion qui est venu chercher Ibrahim. Pourquoi? Parce que, l'Union européenne a menacé. Voilà des pays qui se disent démocrates. Voilà des pays qui se disent d'une civilisation. Respect de la diversité. Pourquoi ils ont du mal à accepter quand nous choisissons nos partenaires? Pourquoi ils veulent nous imposer un partenaire? Donc, quand vous regardez l'avion qui allait chercher le capitaine Ibrahim au Burkina Faso, l'avion avait 4 réacteurs, 2 réacteurs de chaque côté. Ça, c'est la flotte du président Poutine. C'est l'avion personnel de Poutine. Ça fait partie de l'avion personnel de Poutine. Parce que, en fait, Poutine, il a un gros avion, et puis celui qu'on a vu. Donc, quand le gros va en entretien, c'est-à-dire en maintenance, il utilise celui que nous avons vu avec Ibrahim. Et cet avion-là, il a utilisé à plusieurs reprises. Moi-même, j'ai dit, on dirait que le gros avion de Poutine, là, on dirait que c'est parti quelque part. Hein. Alors, comme c'est un avion, après certaines heures de vol, il faut que l'avion rentre tout de suite pour faire les maintenances. Voilà. Donc, quand l'avion là, quand le gros porteur, le balèze là-bas en maintenance, celui qui a transporté Ibrahim, c'est l'avion que Poutine utilise. Pour savoir que c'est effectivement, moi, c'est ce que je voulais voir d'abord. Parce que les présidents, quand je vois les avions des présidents, je prends le temps de repérer quelques éléments qui me permettent de dire chaque fois que ça, c'est l'avion du président. Il y a le numéro qui est là, d'accord? Il y a le numéro de l'avion qui est là.
Et puis surtout, ce sont les réacteurs que je regarde. La plupart de ces avions-là ont toujours 2 réacteurs, ce qui permet à ces avions-là d'aller partout dans le monde sans s'arrêter. Et l'avion est ce qu'on appelle, l'avion est, le réservoir est rechargé en plein vol. Donc, il fait pas d'escale dans un autre pays. L'avion est rechargé en plein vol, quelle que soit la distance parcourue. Donc, il y a le gros porteur qui vient, qui remplit l'avion et qui fait demi-tour. Voilà. Et c'est là aussi, vous avez vu les Sukhoi là qui ont accompagné l'avion jusqu'au Burkina, du Burkina en Russie. D'abord, ça c'est une fierté pour nous, en tant qu'Africains. Oui, fierté, on dit, ah, Keita, tu n'as pas honte, c'est le peu. Oui. C'est une fierté pourquoi? D'abord, historiquement, civilisationnellement, politiquement, nous nous sommes assumés. Aujourd'hui, le Burkina peut s'acheter un avion présidentiel, mais Ibrahim ne juge pas de la nécessité d'acheter un avion, puisque Ibrahim a une priorité. Il a trouvé un pays pratiquement inexistant, un pays en genoux. Il est en train de mettre le pays sur ses 2 pieds. Et la priorité n'est pas la priorité de la folie de grandeur de ce vieillard irresponsable, voleur et criminel Alassane Ouattara, qui regarde le peuple ivoirien végéter et se permet de s'acheter autant d'avions qu'il veut, sans se soucier de la vie des Ivoiriens qu'il prétend aimer. Mais alors que c'est l'argent des Ivoiriens qu'il aime, Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire qu'il aime. C'est le prestige que lui donne le président. Ah non. C'est le prestige que lui donne la présidence de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il aime. Moi, je le dis. Alassane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Si vous voulez, faites de ça le texte que vous allez mettre quand vous allez prendre mes vidéos pour les couper. Alassane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Alassane Ouattara aime le prestige de la présidence de la République que offre ce beau pays, qui est la Côte d'Ivoire. Il n'aime pas les Ivoiriens. Il aime le prestige de la présidence de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, Ibrahim arrive. Ibrahim n'a pas besoin d'aller puiser dans les caisses de l'État pour s'acheter un avion. Il n'en a pas besoin. Il était sur le point de louer un jet pour se rendre en Russie. Puisque moi, quand je faisais l'analyse avec vous, j'ai présenté 2 personnages. Sans savoir que, après la plupart de tous les grands analystes au monde, quand je suis allé regarder, ont présenté les deux personnages, les 2. En fait, ils étaient 3, puisque c'est Poutine qui les invitait, donc moi j'ai pas de Poutine dedans. Le monde a retenu son souffle avec 2 présidents, Ibrahim Traoré et Xi Jinping de la Chine. Ce sont les 2 présidents que le monde a mis en avant. Mais Al-Sisi était là-bas, l'Égypte était là-bas, Maduro était là-bas, Umaru Ambalo Sissoko était là-bas, Denis Sassou Nguesso était là-bas, Théodore Obiang était là-bas, bien d'autres présidents étaient là-bas. Mais Ibrahim est celui qui a été vu et ciblé. Et à son arrivée, il y a des présidents qui ont voulu le rencontrer, tel que Maduro. Il dit, j'ai insisté à te rencontrer parce que je voulais te serrer la main et te dire de tenir bon, parce que tu es sur le bon chemin. Mais ça, c'est une fierté pour nous. C'est un honneur pour nous. Voilà pourquoi je dis, c'est une fierté pour nous. Ça, c'est sur le plan politique. Maintenant, sur le plan stratégique, vous avez entendu tout à l'heure Robert Borgé. La France est passée, malgré les mensonges qu'on nous a vendus, et l'idiotie de ce président irresponsable Ouattara. On a vu la vérité. La vérité est là. Et ne nous aime pas. La France n'aime que notre richesse. La France n'aime que notre sous-sol. Et nous l'avons compris dans le Sahel. Aujourd'hui encore, vous continuez de voir des articles de presse, croyant que des analphabètes vont faire des reprises. Moi, je ne ferai jamais des reprises. Quand on attaque le président Assimi Goïta, le Mali va souffrir avec Barigol. Depuis, ils disent que le Mali va souffrir un Barigol jusqu'aujourd'hui, là. Ils répètent les mêmes choses, mais ils sont pas fatigués. Souffrance, ça, on n'a pas encore vu, hein, quand on fait des Barigol, là. Alors donc, Ibrahim arrive en Russie. Il vole un peu la vedette.
Mais il a un entretien particulier, on va développer ça à notre prochaine rencontre, mais je vais planter le décor pour vous. Il a une rencontre avec le président Poutine, où des grands chantiers ont été discutés. C'est comme si la présence d'Ibrahim, c'était au nom de 3 chefs d'État. Et c'est à ce titre, il a été invité en tant que président de Faso. Les autres individuellement ont été invités. C'est vrai, nos ministres des Affaires étrangères étaient là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ibrahim, d'une certaine manière, a représenté l'AES. Tous les peuples de l'AES étaient représentés par le président Ibrahim. Et je vous jure que j'ai vu quelque chose qui m'a marqué, d'exceptionnel. Je suis un observateur très curieux. J'ai regardé le dispositif sécuritaire. Je dis, bon, le FSB s'amuse pas à la sécurité des zones de Poutine. Je vais voir comment le FSB va gérer la sécurité avec la sécurité rapprochée du capitaine. Donc, je me posais la question, comment le FSB va gérer ça avec eux? Parce ce qui est intéressant, c'est que le FSB était là, mais le FSB a laissé la place à la sécurité personnelle d'Ibrahim. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et Ibrahim avait son arme toujours chargée. Pas un seul instant, il n'a jamais retiré son arme. Son pistolet était toujours là et bien chargé. À toutes les rencontres. Et je vous fais vivre une petite expérience que j'ai vécue. Quand Ibrahim est descendu de l'avion, il a été reçu par les officiels. Et puis, tellement l'officiel, je ne sais pas si c'était le président de la Douma ou bien je ne sais pas qui trop c'était, le gars qui allait qui accueillait le président. Et il causait, il était tellement content, tellement, c'est-à-dire, il était tellement excité de voir Ibrahim. Donc, dans la causerie, il tapotait comme ça Ibrahim, quoi, par l'épaule, il causait. Tu sais que Ibrahim, ici, il avait vu le truc de l'AES. D'accord? Il y avait le Burkina et puis l'AES. Et là, c'était bien là. Bon, entre-temps, quand le monsieur, il causait avec Ibrahim, et sa main est descendue légèrement au niveau du coude. La sécurité d'Ibrahim qui a la mallette anti-chose là, comment vous appelez ça, anti-balle là, ils ont une mallette, quand on veut tirer net, on met là, ça prend les balles quoi, comme les paraballes là, d'accord, comme les gilets. Donc quand le monsieur, sa main est descendue, tout de suite, il y a un gars de corps d'Ibrahim là qui est un peu mince, il dit, hey, parce que lui là, il est mince là, il doit être dangereux, parce que c'est lui qui est toujours collé à Ibrahim. Et c'est le premier, si on doit faire quelque chose, qui est prêt à mourir d'abord pour Ibrahim. Et au moment où Ibrahim causait là-bas, Ibrahim, je sais qu'il avait son idée sur son âme, mais son gars, quand le gars, sa main est descendue, c'est pas exprès, mais tout de suite, le gars s'est approché, et puis il a essayé de protéger l'arme d'Ibrahim. J'ai dit, waouh. Merci Flora Bako. Wow. J'ai dit waouh. Les gars, et mes parents ce temps, il y avait un autre dispositif qui était derrière. Donc, ils ont fait une sorte de parapluie de protection autour d'Ibrahim. Et le FSB était juste au niveau du véhicule qui attendait. Ils ont laissé la sécurité d'Ibrahim gérer Ibrahim jusqu'au véhicule. Et ça, c'est quelque chose que, bon, beaucoup de gens n'ont pas fait attention à ça. Mais moi, j'ai pris mon temps pour bien regarder, pour bien observer, parce que je voulais voir comment il allait gérer sa sécurité. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh. Mais vous savez, ça aussi, ça, ce sont des petits détails pour des observateurs comme nous. D'accord? Alors, vous pouvez aller regarder, vous pouvez retourner, hein, aller, après le direct, vous pouvez aller regarder, hein, la vidéo, où vraiment pour voir un peu la scène que je suis en train d'expliquer. Voilà, vous, allez-y révisionner la vidéo, vous allez voir. Et le gars est resté là, pendant tout le temps, et très proche de l'arme d'Ibrahim. Parce qu'il a Ibrahim est concentré, ben, attention, le gars était là. Mais le FSB, c'était juste au niveau du véhicule. Vous avez vu les agents du FSB qui font 2 mètres là, ils étaient.
Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que d'abord, ils ont menacé d'abattre l'avion d'Ibrahim et ils ont fermé l'espace européen. Pas seulement à Ibrahim, même à l'intérieur de l'Union européenne, ils ont empêché tous les présidents qui voulaient participer à cette cérémonie. Mais ils ont trouvé un moyen pour aller en Russie. Ils ont voulu isoler Poutine. Et les autres présidents, ils ont trouvé un moyen, ils ont tous évité, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont tous évité l'espace de l'Union européenne. Tous. Et Zelensky a eu l'audace de dire que lui, il peut pas garantir la sécurité, son doigt. En fait, c'est une manière de faire une menace voilée. Pour dire, c'était une façon de créer la psychose. Mais tu sais, le président, je vous invite aussi à aller écouter le président Denis Sassou Nguesso. Il dit à Poutine, on a voulu nous empêcher, on nous a menacés, mais on est là quand même. Le président Denis Sassou Nguesso, c'est ce qu'il a dit à Poutine. Poutine a ri. En fait, parce que tous les présidents africains ont été menacés, on dit on va abattre leur avion s'ils vont en Russie. Et c'est ceux-là qui veulent nous enseigner la démocratie, qui veulent forcément que leurs ennemis soient nos ennemis. Ceux-là qui veulent nous imposer un agenda, qui veulent même jusqu'à aller choisir le caleçon qu'on va porter, nous dire quand on doit enceinter nos femmes, quand on ne doit pas enceinter nos femmes, quand on doit nous marier, quand on ne doit pas nous marier, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger, quand on doit se laver, quand on ne doit pas se laver, quand on doit respirer, quand on ne doit pas respirer. C'est ceux-là qui veulent nous imposer tout ça. Mais pourquoi je suis fier? Parce qu'il y a un ordre nouveau, il y a un monde nouveau qui est né. Mais on ne voit pas ce monde-là. Heureusement, je remercie Dieu. Ce monde-là, moi, je le vis depuis longtemps. Ce monde-là était inévitable. Quand Assimi est arrivé au pouvoir, j'ai vu à Assimi ce monde-là qui est en train de naître chez nous. Le monde a commencé à naître en dehors de chez nous. Mais Assimi est l'incarnation de ce monde nouveau. Même l'Afrique du Sud qui fait partie des BRICS, nous avons volé la vedette à l'Afrique du Sud. Ce monde nouveau, l'Afrique du Sud ne l'incarne pas mieux que l'AES. Et ce monde nouveau, nous, on a besoin de ce monde nouveau. Quand on nous ferme les banques occidentales, d'autres banques nous ouvrent leurs portes. C'est pourquoi je dis, mais comment jusqu'à présent, nous n'avons pas notre avion au Mali? Alors que les autres pays, si je m'abuse, c'est comme ça que j'ai compris, ils attendaient que le Mali ouvre ce chantier-là pour que la compagnie AES naisse. Mais à partir du Mali. Vous savez, il y a beaucoup de projets que l'AES souhaitait voir le Mali être initiateur, du fait que le Mali est leader. Donc, il y a plein de projets que souvent les gens ils retardent chez eux parce qu'ils veulent voir le Mali être le premier dans le projet. C'est parce que je pense qu'on a trop traîné avec l'avion que le Burkina était obligé de lancer sa compagnie. Le train aussi, on nous a fait croire ici, par des rêves, par des bêtises très intelligents, n'importe quoi, on nous a raconté des bêtises ici, mais jusqu'à présent, on attend les trains, on voit pas. Alors que nous, on devrait, le train voyageur devrait, Burkina-Mali, le train voyageur devrait être là, ce train hypersonique. Tu as ce train, tu n'as pas besoin d'avion. On attend tout ça. Bon, nous, on peut pas. Nos présidents, ils ont leurs agendas. Nous sommes le peuple. Nous aussi, on a notre agenda. Mais notre agenda n'est pas forcément l'agenda de nos dirigeants. Mais nous, on les soulève, on les évoque, espérant que peut-être on sera entendu. Ibrahim a rencontré la communauté africaine, tous les 3 pays de l'AES, en Russie, tous les jeunes gens qui sont là-bas, les étudiants ou toute autre personne, Ibrahim a eu un entretien avec eux.
On va parler de ça un peu plus tard dans le cours de la journée d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les choses ont changé, les choses ne seront plus les mêmes. Et vous avez entendu. Et le fait de déployer cette énergie-là pour protéger un de nos présidents jusqu'en Russie, pour nous, c'est fondamentalement important. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que nous, désormais, à travers ce déplacement-là, à travers ce déplacement du Burkina, c'est l'AES qui s'est retrouvé en Russie. Et ce qui est fondamental, je persiste. L'AES, désormais, sera incontournable sur l'échiquier international, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Donc, on a l'obligation de réussir au sein de l'AES. On a l'obligation d'accompagner nos présidents parce qu'on n'a plus droit à l'erreur. Parce que si nous, on échoue avec l'espoir qu'on a suscité dans le monde, c'est pas joli à voir. Et c'est ce qu'il veut. Et c'est pourquoi ce criminel Alassane Ouattara, il veut faire tout. Mais les Ivoiriens, moi je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Comment à 5 mois des élections, ils changent la loi électorale. Et on invite des idiots qui font des hors-sujets sur des sujets qui sont aussi simples à comprendre. Mais on a tous compris, vous savez ce que c'est, quand on fait hors-sujet, la dame sait que c'est la bonne, sérieusement le sujet, demain sera renvoyé de Live TV. Elle le sait très bien. Voilà pourquoi elle a fait hors-sujet. Donc, ce que je voudrais dire en conclusion, soyons soudés et on a besoin de... Et je voudrais demander à nos jeunes gens, c'est vrai, beaucoup aujourd'hui... Moi, je voudrais un petit exemple rapide. On m'a appelé hier pour dire qu'à Djedé, les terroristes sont dans une bataille acharnée avec les dozos de Djedé. Il y a une localité de Djedé. J'ai tout de suite appelé un contact. J'ai pas dit son nom, je l'ai appelé. Je dis, est-ce que tu peux rentrer tout de suite en contact avec l'état-major? Il faut leur donner. Il dit, Keïta, toi-même là, c'est bon que les gens, parce que si toi-même tu fais ça aussi, c'est bon pour toi, les gens, il dit, non, il faut faire ça toi, parce que si moi je veux rentrer dans ça, je pourrais pas m'en sortir. Il y aura tellement de choses, si je réponds pas, les gens vont trouver que je suis mauvais, Donc toi, moi, quand on m'appelle, je t'appelle. Donc toi, il faut faire remonter l'information à l'état-major, il faut qu'il vérifie tout de suite si réellement ce qu'on dit est vrai ou faux. Voilà comment moi je procède. Mais je viens pas ici dire des choses qui ne sont pas jolies. Vous allez paniquer la population, vous allez dénigrer sans savoir. C'est pas tout on dit publiquement. Les exploits, on les dit. Mais il y a certaines choses, on n'évoque pas. Et quand moi, dans la discrétion comme ça, moi, j'ai géré ça. Mais Dieu seul sait ce que les terroristes sont en train de vivre aujourd'hui. Mais j'ai pas besoin de sortir pour faire ça sert à rien. C'est pourquoi je dis au président, les sur les réseaux, monsieur le président, c'est pas une communication, ça n'a rien d'une communication. Et d'ailleurs, très souvent, ça peut aller contre vous-même, monsieur le président, ça peut aller contre vos intérêts. Parce que ceux qui vous ont insulté hier, là, c'est eux qui crient aujourd'hui. Demain, ils sont capables encore de changer de posture et puis vous attaquer. Ben, je suis le même depuis toujours, dans la même botte. J'ai pas changé, je changerai pas. Parce que j'ai une dignité, j'ai un honneur, j'ai une fierté. Je peux ne pas être d'accord avec le président. Moi, je vais jamais sortir et puis l'insulter. Si un ministre n'est pas bon, je dis, monsieur le président, ton ministre, ça va aller. Il faut voir sa position à Tchèque. Ou bien, vraiment, la bouille. Mais si Choguel est parti, mais pourquoi on va garder des ministres qui sont pas à la hauteur? Mais il appartient au président de tirer les leçons, quoi. Nous, on ne fait que lui dire, voilà. Nous, on émet une idée, c'est à lui de décider, c'est lui le patron. D'accord? Alors, j'étais très ravi d'être à votre compagnie. Il est minuit presque 40. Et merci infiniment, surtout, YouTube. Voilà. L'argent ne vient plus à YouTube. Moi, j'attends les $2000 là. J'attends $2000 pour aller retirer. Donc, si je sais pas quoi arriver à $2000, nada warta. Donc, mettez l'argent dedans. Hein? On est pas loin des $1000, mais j'attends 2000. Faut que ce soit 2000 avant que j'aille retirer sur notre nada. Donc, merci infiniment à tous et à toutes.